Au cœur de l'Asie, un monde de roches et de vents s'élève vers le ciel. C'est ici que naît l'une des frontières les plus imposantes de la planète, l'Himalaya. Pendant des millions d'années, la Terre a repoussé ses limites, faisant surgir ces montagnes qui semblent défier toute carte. C'est dans ce paysage façonné par la force et le temps que la vie se trouve confrontée à son défi le plus extrême. Ici, l'altitude n'est pas qu'une simple mesure, c'est une épreuve. Chaque mètre gagné vers les nuages exige adaptation, silence et patience. L'air, raréfié et froid, peine à maintenir la vie. Et pourtant, la vie persiste. Mais à cette altitude, la résistance ne suffit pas. Ici, la Terre impose ses propres règles et façonne ses créatures avec une précision impitoyable. Chaque espèce qui habite l'Himalaya a été façonnée par le manque d'oxygène, le froid et la rareté des ressources. Leurs corps sont façonnés par le paysage, des adaptations qui frôlent l'impossible. Chaque muscle, chaque os semble garder en mémoire les conditions qui l'ont forgé. Certaines créatures semblent venues d'un autre monde. Le renard du Tibet, avec son large visage et son regard fixe, est une ombre qui se fond dans la pierre. Plus haut, le bouquetin escalade des parois qu'aucune autre créature n'oserait toucher, soutenu par des cornes qui défient l'équilibre et la logique. Et sur les plaines gelées, le chat de Pallas observe en silence, sa fourrure épaisse et son corps bas le protégeant du froid et du vent. Nulle part ailleurs sur la planète, la nature n'a transformé aussi profondément ceux qui tentent de survivre. L'évolution n'était ni lente, ni bienveillante. Elle agissait en silence, mais brutalement, façonnant des corps qui ne recherchent pas la beauté, mais l'efficacité. Aucune créature vivant à de telles hauteurs ne peut se permettre d'être fragile. Dans ce royaume de haute altitude, la vie non seulement survit, mais se réinvente. Certaines créatures ont poussé l'adaptation à l'extrême, façonnée par le vent, la rareté des ressources et l'altitude, jusqu'à ne faire qu'un avec le paysage. Mais parmi toutes ces espèces, une se distingue particulièrement. Elle représente mieux que toute autre la force qui gouverne ces montagnes. À quoi ressemble la résistance lorsqu'elle se manifeste? À travers le brouillard qui s'insinue dans les vallées gelées, une forme se meut avec une lenteur solennelle. Le vent l'entoure, la met à l'épreuve, la pousse, mais ne l'arrête pas. Elle est l'incarnation même de la permanence. Là où l'air est irrespirable, ce géant avance. Le yak de l'Himalaya n'est pas bâti pour être élégant ou rapide comme d'autres animaux. Son corps est d'une robustesse parfaite, fonctionnel et résistant. Chaque pas qu'elle fait est une affirmation contre le vent, un rappel que la force peut aussi être l'immobilité. Le froid l'entoure, le touche, le jauge, mais il ne le pénètre pas. La laine qui le recouvre est un rempart vivant, épaisse, rugueuse, capable de retenir la chaleur comme si un petit feu y couvait. Un bref souffle s'échappe de son museau, que l'air transforme en brume, un rappel que la vie continue de respirer dans l'ombre de l'hiver. À l'intérieur de cet immense corps, tout obéit à un rythme ancestral. Les poumons se remplissent lentement, extrayant l'oxygène d'un air qui en contient à peine. Le cœur bat lentement et semble connaître le prix de chaque mouvement. Ici, rien ne se perd, ni énergie, ni chaleur, ni temps. Chaque mouvement du yak a un but. Il ne gaspille pas d'énergie et ne cherche pas à dominer. Ses muscles soutiennent plus qu'il ne pousse. Ses cornes, recourbées vers l'arrière, lui assurent l'équilibre sur des pentes escarpées. Quand le vent se lève, le yak s'arrête et baisse la tête. Il n'affronte pas la tempête, il attend. Sa force ne réside pas dans le fait de le défier, mais dans sa capacité à endurer sans dépenser plus d'énergie que nécessaire. Lorsque le calme revient, elle reprend sa progression, laissant derrière elle des traces que la glace efface bientôt. Dans les hautes vallées, les troupeaux avancent d'un seul bloc. Des dizaines de yaks se déplacent en silence, formant une masse sombre sur la neige. De près, l'ordre se révèle. Les mères protègent leurs petits, les poussant doucement lorsque le sol devient instable et les protégeant de leur corps des rafales de vent.
Les mâles marquent leur distance, se frayant un chemin à travers la neige la plus profonde et surveillant les contours du groupe, attentifs à toute menace. Ils suivent tous le même rythme. Il n'y a pas de chef visible, seulement une conscience collective qui les guide sur des chemins qu'eux seuls semblent connaître. Pendant un long moment, leur progression reste constante. L'air est immobile et le seul bruit qui rompt le silence est le craquement de la glace sous leurs pieds. Mais dans l'Himalaya, le calme ne dure jamais longtemps. Le ciel change sans prévenir. Un vent glacial descend des sommets et soulève la neige en tourbillons qui tourbillonnent au-dessus de la plaine. La tempête arrive dans le même silence que celui avec lequel la glace se forme. En quelques minutes, le monde devient blanc. Le groupe s'immobilise. Les adultes se serrent les uns contre les autres, baissent la tête et tournent le dos au vent. Les jeunes restent au centre, à l'abri parmi les plus grands. Ils ne courent pas, ils ne fuient pas, ils attendent, tandis que le froid s'abat comme un mur invisible. Entre les rafales, le silence change de tonalité. Ce n'est plus seulement le vent. Au loin, une forme se meut avec précaution, suivant le relief blanc. Les ombres descendent les pentes, s'arrêtent, puis se remettent en mouvement, mesurant chaque progression. Ils attendaient ce moment, cachés parmi les rochers et la glace. Des loups tibétains émergent du blizzard, se déplaçant au rythme de la tempête, comme s'ils avaient appris à chasser en son sein. Le groupe ne s'enfuit pas. Il se rassemble. Les jeunes restent au centre. Les adultes forment un mur qui respire à l'unisson. Le vent les malmène, les repousse, mais ils restent unis. Leur défense n'est ni la fuite ni le combat, c'est l'unité. Le peloton tourne en rond à distance de sécurité, attendant une brèche dans les lignes. Mais elle ne se produit pas. Devant eux, il n'y a que des corps fermes, lourds et immobiles. L'un des chasseurs tente d'avancer, tâtonnant les limites du cercle. Il s'approche prudemment jusqu'à ce qu'un homme s'avance. Leurs cornes se dressent, luisantes sous la glace. Ils ne facturent pas, ils se contentent d'avertir. Le message est clair. La moindre erreur peut coûter une vie. Les prédateurs évaluent les distances. Agiles et calculateurs, ils savent qu'un seul coup leur briserait la nuque. La faim, aussi insupportable soit-elle à ces altitudes, ne justifie pas un tel risque. Dans ce terrain, le temps est leur pire ennemi. Alors que la tempête faiblit, les ombres commencent à se dissiper. Les chasseurs s'arrêtent, contemplent une dernière fois le mur de corps immobile et comprennent qu'il n'y a pas d'issue. L'un après l'autre, ils se retournent et disparaissent dans le brouillard, vaincus non par la force, mais par le calme de ce qui ne bouge pas. Le troupeau reste immobile un long moment. Leurs corps restent groupés, respirant lentement, jusqu'à ce que le vent change de direction et que le danger disparaisse complètement. Ce n'est qu'alors que les yaks relèvent la tête, se regroupent et reforment leur ligne d'avancée. Ils avancent vers la vallée où le vent a dégagé une partie de la neige. Chaque mètre descendu est un effort mais aussi une promesse. Les pentes sont traîtresses, la neige cède sous leur poids et pourtant ils continuent. Après des heures de marche, l'horizon se dégage. Dans un creux, la terre respire. Le vent a chassé le gel, révélant une herbe sèche, durcie par le froid. Elle n'est pas abondante mais suffisante. Les animaux s'arrêtent, baissent la tête et se mettent à brouter. Le calme n'est pas synonyme de repos, mais d'opportunité. Le froid persiste, l'air est toujours vivifiant, mais un instant, la faim s'apaise. Au cœur de l'Himalaya, survivre n'est pas un triomphe, c'est simplement le droit de continuer à avancer. Mais lorsque l'hiver s'apaise et que la vie reprend son cours, le calme revient-il vraiment? Ou n'est-ce qu'une autre forme de résistance? À une autre période de l'année, lorsque la montagne respire différemment et que la glace a cédé sa place dominante, les vallées himalayennes s'éveillent. Le soleil gagne du terrain. L'eau s'écoule à travers les fissures qui étaient jadis de la glace, et la terre s'ouvre à nouveau. Les prairies sèches et rocailleuses commencent à s'animer. Parmi les tiges jaunes et les pierres grises, les premiers signes de vie réapparaissent. Les pikas, les marmottes et les oiseaux reviennent occuper leur territoire, et la montagne, pendant un bref instant, semble respirer à nouveau. Mais dans l'Himalaya, aucun retour n'est innocent. Là où la vie réapparaît, les regards qui la hantent reviennent eux aussi.
Parmi les ombres et les crevasses rocheuses, une petite silhouette glisse avec une précision silencieuse. Il ne cherche pas à se cacher, il observe. Il prend le pouls de la vallée, attentif au moindre mouvement, respirant à peine pour ne pas perturber l'équilibre de l'air. C'est le renard tibétain, chasseur patient, qui attend le moment précis où le silence est rompu. Son gabarit bas épouse le terrain et se déplace avec une précision quasi instinctive. Il avance entre les pierres et les plaques de terre sèches à petits pas mesurés, glissant plus qu'il ne marche. Ses oreilles dressées captent les moindres vibrations qui se perdent parmi les pierres, tandis que ses yeux obliques scrutent le terrain avec le calme méticuleux d'un chasseur infaillible. Chaque mouvement du renard est dicté par le vent. Il tourne légèrement la tête, hume l'air et s'arrête. Il a détecté une odeur fraîche. Pika se cache entre les rochers. Le dégel a fait apparaître les premières pousses et à cette période de l'année, il doit se déplacer sans relâche pour trouver de la nourriture avant que la montagne ne se referme sur lui. Le renard le suit en silence, à pas lents et mesurés. Il garde son museau bas pour conserver la chaleur et retient son souffle afin de ne pas trahir rapidement sa présence. Lorsque le moment arrive, le renard se tend, ses muscles se contractent sous sa fourrure et son corps se cambre avant le saut. Mais la glace trahit sa furtivité. Un léger craquement brise le silence. Et le rongeur réagit en un éclair, se faufilant entre les fissures. Le renard reste immobile. Sur son visage, aux traits étranges et presque inexpressifs, ne transparaît aucune trace de frustration ni de colère. Seule une immobilité qui semble calculée. Le vent s'engouffre dans son épaisse fourrure et l'aérisse en petits brins, comme si la montagne le mesurait en silence. Il renifle l'air, cherche des indices, et ses yeux scrutent la vallée avec la même précision avec laquelle ils avaient auparavant traqué la proie. Il n'est pas pressé. À cette altitude, l'abondance des rongeurs est saisonnière. Le printemps a réveillé une fête éphémère où Pika, petite marmotte et autres minuscules créatures se déplacent avec vigueur et assurance. Le renard du Tibet persiste. Il répète inlassablement le même cycle. Observer, attendre, calculer. Chaque tentative est une leçon. Ici, l'énergie n'est pas gaspillée. Chaque pas exige de la réflexion. Chaque erreur se paie de la faim. Quelques heures plus tard, alors que le soleil commence à se coucher, le renard détecte un nouveau mouvement dans la prairie. Ce n'est pas un petit rongeur cette fois, mais une marmotte, plus grosse, plus prudente, qui s'aventure hors de son terrier pour atteindre une jeune pousse tendre. Le chasseur s'aplatit au sol. Son corps se déplace en suivant les ombres, rampant centimètre par centimètre. La marmotte s'arrête, lève la tête et renifle l'air. Le vent souffle en faveur du renard. Il attend. Un instant suffit. Le bond est précis, vif, silencieux. La marmotte a à peine le temps de se retourner avant de disparaître sous le poids du prédateur. La vallée est figée. Seul le bruissement du vent dans les herbes se fait entendre. Le renard s'arrête quelques mètres plus loin. Il laisse tomber sa proie et scrute l'horizon, à l'affût du moindre mouvement. Mangez vite, en gardant les yeux toujours aux aguets, conscient qu'en montagne, rien ne dure longtemps. Mais dans un lieu où chaque repas est une conquête, quel secret recèle le corps de celui qui parvient à survivre? Compact et robuste, le renard de l'Himalaya est le fruit d'une adaptation précise. Chaque forme, chaque détail répond aux conditions d'un monde ouvert et impitoyable, où il n'existe ni abri naturel, ni arbre pour offrir ombre ou protection. Le museau court retient la chaleur que le vent tente de lui dérober, et juste au-dessus, les oreilles triangulaires pivotent avec précision pour capter les sons les plus ténus sans modifier la forme du corps. Cet équilibre entre silence et chaleur marque la première frontière entre la vie et le froid. Plus haut, les yeux, obliques et fixes, complètent cette carte sensorielle. Ils suivent le mouvement de l'air et de la lumière, mesurant les distances et les ombres avec la rapidité de quelqu'un qui ne peut se permettre la moindre erreur. Le tout est enveloppé dans une fourrure épaisse et rêche qui le fond dans la poussière et la roche. Dans un environnement où l'exposition est synonyme de danger, la disparition est la forme suprême d'intelligence. Chacune de ces caractéristiques ne résulte pas du hasard, mais d'un long pacte entre le corps et la montagne. La pression de l'altitude, l'air froid et l'exposition constante aux éléments ont non seulement conditionné leur vie, mais ont aussi sculpté leur corps. Le renard du Tibet est une réponse vivante à la montagne, et chaque partie de son corps, du museau à la queue, existe parce que l'environnement l'exige.
Le paysage, plus qu'une simple scène, se fait sculpteur. Les rochers acérés, les ruisseaux glacés et les vallées ouvertes ont façonné sa manière de se mouvoir. Chaque fissure, chaque rafale, l'oblige à calculer les distances avec précision, à économiser son énergie, à s'adapter au rythme d'un terrain qui ne pardonne jamais les erreurs. Ici, où l'improvisation rime avec usure et où l'usure équivaut à la mort, l'anatomie et le comportement deviennent indissociables. Le renard ne se confronte pas à l'Himalaya, il l'interprète. Tout en lui est le fruit d'un équilibre extrême, une réponse silencieuse à la dureté d'un monde qui ne laisse aucune chance. Et lorsque la journée s'achève, cet équilibre se transforme en mouvement. Alors que le soleil disparaît derrière les sommets et que les ombres s'allongent sur la plaine, le renard bat en retraite avec sa proie, se fondant dans l'horizon rocailleux. Le printemps a offert l'abondance, mais aussi des leçons de survie gravées dans chaque muscle et chaque nerf. Leur existence est un exercice permanent de patience et de calcul. Un rappel que dans un monde où le visible est dangereux, ce qui compte, c'est de ne pas être vu. Et ainsi, tandis que la plaine s'efface dans le silence et que le vent balaie la poussière sur le sol, un doute plane dans l'air. Même le renard, pourtant si bien adapté, dépend de la patience et d'un corps façonné par l'altitude pour survivre. Qu'advient-il d'un prédateur qui vit parmi des ombres encore plus insaisissables, avec un corps conçu pour l'impossible? L'air, dans les hauteurs de l'Himalaya, semble immobile, mais sous cette quiétude palpite un monde en tension constante. La lumière est froide, presque métallique, et l'horizon s'étend sans aucun signe de vie. Entre les arêtes rocheuses et la neige durcie par le vent, une ombre se déplace lentement. À peine une courbe, un éclair entre les pierres, une empreinte qui disparaît avant même d'être reconnue. Le léopard des neiges observe du haut d'un rebord, invisible à quiconque ignore le regard de la montagne. Son corps, recouvert d'un épais manteau tacheté, se fond dans la roche. Là où le regard ne peut plus voir, commence la traque. Au loin, une silhouette se déplace maladroitement. C'est un jeune baral, une chèvre bleue qui a perdu le contact avec son groupe. Elle s'est aventurée au-delà des limites de sécurité, attirée par une touffe d'herbe que la glace avait laissée à découvert. Dans un paysage où la nourriture se fait rare, la solitude est le prix de l'espoir. Le léopard le sait. Sa distance est sans équivoque. Il n'agit pas par impulsion. Ses yeux pâles suivent chaque mouvement de l'herbivore avec le calme de quelqu'un qui comprend qu'ici, le temps ne se mesure pas en minutes, mais en opportunités. Il pourrait attaquer maintenant. La proie est proche, distraite, à portée d'un bond que son corps a perfectionné au fil des générations. Mais il n'y parvient pas. Le vent souffle dans la mauvaise direction. La moindre brise pourrait le trahir et faire échouer sa tentative. Dans ces montagnes, chaque poursuite représente une énorme dépense d'énergie et une seule erreur peut signifier des jours de faim. C'est pourquoi le léopard attend. Il respire calmement, le corps aligné avec le rocher, plongé dans le jeu d'ombre et de lumière qui le dissimule. L'air semble se synchroniser avec son immobilité, comme si la montagne respirait au même rythme. Plus bas, le baral avance le long d'une pente recouverte de mousse, s'arrête un instant, renifle l'air et lève la tête sans remarquer qu'il est observé. De son point d'observation privilégié, le léopard ne scie pas. Il reste immobile, le regard fixe, analysant chaque mouvement de l'herbivore comme s'il déchiffrait un code invisible. Ses yeux, pâles et tendus, scrutent le corps de sa proie encore et encore, jusqu'à ce qu'il mémorise le rythme de sa respiration. Il ne montre aucune hâte ni distraction. Sa présence est maintenue avec une précision quasi rituelle, et chaque regard est un acte calculé de domination silencieuse. Le baral poursuit son chemin, ignorant que chacun de ses pas suit la trace du chasseur. Il s'arrête un instant, secoue la neige de ses pattes et cherche avec son museau une pousse parmi les fissures. Sa présence maintient la vie dans la vallée autant que la force du léopard qui l'observe. Du haut de la corniche éloignée, le chasseur accompagne chaque pas de l'herbivore avec une immobilité qui semble faire partie intégrante du paysage. Lorsque la proie bouge, il se déplace avec la même lenteur. Lorsqu'elle s'immobilise, son corps se fond dans la roche jusqu'à disparaître. Dans cette synchronicité silencieuse, l'attention se concentre sur le détail et le corps du léopard révèle l'origine de sa précision. Rien chez lui n'est dû au hasard. Chaque muscle répond à l'équilibre et chaque mouvement prolonge le silence qui le soutient.
Son épais pelage ondule au vent et sa longue queue souple se balance avec précision pour lui permettre de maintenir son équilibre au-dessus du vide. Aucun son ne le trahit donc. Dans un environnement où l'écho peut amplifier une erreur, le silence est votre meilleure arme. L'anatomie du léopard des neiges ne répond pas seulement à une nécessité de survie, mais exprime une intelligence silencieuse capable de déchiffrer la montagne et de s'adapter à chacune de ses règles. Chaque ligne de son corps semble dessinée par le vent et l'altitude, conséquence naturelle de ce dialogue constant avec l'environnement. L'air, raréfié et froid, pénètre dans une large poitrine qui travaille sans effort apparent, soutenant le rythme lent d'une créature faite pour la rareté. À chaque inspiration, son corps absorbe ce que la montagne lui refuse et transforme le manque en ressources. Cette adaptation invisible sous-tend chaque geste, chaque décision du mouvement à venir. Les pattes postérieures concentrent la force qui transforme l'immobilité en mouvement. Elles définissent la précision de chaque saut, la possibilité de franchir le vide sans échouer. Les griffes, recourbées et fermes, s'enfoncent dans la roche comme des ancres vivantes qui assurent l'équilibre sur la pente et supportent le poids de l'attente. Dès lors, le contact avec la terre définit son silence. Ses coussinets, recouverts de fourrure, absorbent le bruit et effacent les empreintes sur la glace, prolongeant la furtivité et transformant chaque avancée en une ombre qui ne laisse aucune trace. Du haut de sa tête compacte et ferme, le léopard domine la chasse. Les yeux, pâles et attentifs, suivent la trajectoire de la proie. L'oreille interprète ce que la lumière ne révèle pas, et les vibrisses lisent la direction du vent. Chaque sens prolonge la tension du corps, et l'animal tout entier devient une seule intention suspendue au-dessus de la montagne. Cette énergie parcourt le corps comme un courant invisible, contenu dans la mâchoire compacte, où la force se replie et attend le moment précis pour se manifester. De l'extérieur, cependant, tout est calme. Le temps s'étire sur la vallée, la lumière avance et recule comme une marée silencieuse, et l'air change de densité au fil des heures. L'immobilité du léopard ne se brise pas, elle se transforme seulement, s'étendant jusqu'à se fondre dans le pouls de la montagne. Pendant des heures, le félin suit sa proie du haut des hauteurs. Il ne repère pas un mouvement immédiat, mais plutôt un schéma. Apprenez leurs itinéraires, leurs horaires, leurs distractions. Dans l'Himalaya, où l'air est raréfié et où la vie se contente de ce qui est possible, les proies sont rares et éloignées. L'altitude limite les pâturages et le froid glace les vallées. Dans ce territoire qui exige calcul et patience, la connaissance devient la forme suprême de la chasse. Au fil de l'après-midi, le Baral s'éloigne vers une zone où les rochers forment un amphithéâtre naturel. Le léopard s'arrête sur un rebord surplombant la vallée. À partir de là, le terrain se déploie comme une carte de décision. Chaque fissure, chaque chemin, chaque ombre a une raison d'être. Il pressent que sa proie reviendra, car dans ces montagnes, la rareté oblige à emprunter à nouveau les mêmes chemins. Alors que le soleil se couche derrière les sommets, la vallée est plongée dans une lumière déclinante qui s'estompe lentement. La nuit tombe lentement, et le félin ne se couche pas immédiatement. Il se déplace prudemment dans l'ombre, avance sur la neige durcie et s'arrête à un point plus élevé. De là, il observe. Ses yeux, adaptés à la pénombre, suivent la silhouette du Baral qui se repose au fond de la vallée. L'herbivore dort d'un sommeil agité. Il se calme, lève la tête, puis la replonge entre ses pattes. La nuit le recouvre, mais elle ne le protège pas. Le chasseur reste immobile, maître du temps et de la distance. Il pourrait l'atteindre à tout moment, mais il ne le fait pas. L'attente se poursuit, aussi précise et silencieuse que l'environnement qui la soutient. Les heures s'étirent en silence. Le félin observe le Baral, qui dort profondément, indifférent à tout. Puis il se lève et descend sans laisser de traces. Il atteint un petit ruisseau caché sous la glace, boit sans troubler le silence et avec la même discrétion retourne à son poste d'attente. Dans la vallée, la nuit commence à relâcher son emprise. Le givre reflète une faible lueur et les ombres se retirent dans les replis de la montagne. Le barrage s'éveille aux premières fraîcheurs et se redresse lentement, cherchant refuge sous les lisières de vieilles mousses et les touffes d'herbe que la neige a laissées à découvert. Il progresse seul à travers d'étroites bandes entre les champs de neige et les éboulis.
Il s'arrête, lève la tête et observe le vent, vérifiant que l'air ne porte aucun signe de danger. Le ruisseau descend des contreforts et emporte avec lui l'odeur du chasseur, dispersant sa trace dans toute la vallée. Profitant de ce moment, le léopard s'élève de quelques mètres grâce à des pas invisibles, conservant sa hauteur et imitant le trajet de sa victime depuis un niveau supérieur. Chaque appui trouve sa place à l'ombre d'une fissure qui brise l'éclat du granit. Le vent emporte son parfum et laisse le barrage seul dans sa routine. L'herbivore traverse une langue de neige dure et s'arrête au bord d'un précipice sombre où le dégel laisse couler un filet d'eau. Il boit le cou tendu et relève la tête comme s'il lisait un panneau que lui seul comprend. Il reprend son allure vers le flanc de la colline et gagne du terrain sur l'herbe rase qu'il connaît déjà. Le léopard ne descend pas encore. Il ajuste sa distance et reste immobile derrière une crête. Ne vous focalisez pas sur la personne que vous suivez depuis la nuit tombée. Regardez la direction, pas le corps. La carte de la vallée se dévoile devant vous comme si le terrain lui-même parlait. Le couloir débouche sur une vaste terrasse où apparaissent de nouvelles empreintes qui n'appartiennent à aucun animal. Des marques entrecroisées et des restes de poils que le vent n'a pas réussi à arracher à un buisson desséché témoignent d'un passage répété et silencieux qui laisse pourtant des traces au sol. Le barral tourne à gauche et longe le bord extérieur de la terrasse. Le prédateur reconnaît le sens de cette courbe car il l'a déjà observé les hivers précédents. Le parcours d'un individu finit par ressembler à celui du troupeau. Les rochers forment un amphithéâtre naturel qui oblige à traverser un passage étroit avant de déboucher sur une plaine sans issue facile. En contrebas, une rampe polie par d'anciennes avalanches descend et en haut, un mur bloque toute tentative d'ascension directe. Le léopard descend 2 niveaux par petits sauts sans poussière. Le coccyx assure l'équilibre et le corps s'aplatit contre la pierre. La tête s'aligne avec la colonne vertébrale et la poitrine contient juste assez d'air pour contenir l'urgence. Tout est mis en place pour une course courte qui ne laisse aucune place à la correction. Soudain, la situation tourne à l'avantage du félin. Le barral n'est plus seul. 2 femelles et un jeune apparaissent dans l'ombre d'un bloc tombé. Le groupe avance, conscient de la présence des habitants du versant, mais sans éveiller immédiatement les soupçons. La lumière frappe la clairière et en révèle les contours. Le léopard évalue l'angle formé par le col de pierre et mémorise le moment où le vent tourne. La marge d'erreur se réduit à un instant précis où la physique du corps et la forme du terrain s'accordent. La décision repose sur un muscle qui tremble sous la fourrure. Le saut survient sans prévenir, la pierre retombe avec un bruit sourd et l'air se déchire dans un son qui n'est ni un cri ni un coup de tonnerre. Le léopard se pose sur le flanc du jeune homme et la plaine résonne du bruit de ses pattes qui glissent. La morsure recherche la base du cou et trouve un os qui cède avec un craquement que la vallée entend et enregistre. Une femelle charge par réflexe et percute le flanc du prédateur. Le félin se contorsionne et plante ses griffes dans l'épaisse fourrure. La neige ancienne se fissure en fines lignes qui courent sous leur corps. Un nuage bas, chargé de poussière, ne parvient pas à masquer complètement la scène. Le jeune homme tente de se relever et glisse sur une couche de glace sous l'herbe. Le prédateur corrige sa morsure et appuie sans relâche. Son poids se déplace de telle sorte que sa respiration est coupée et la lutte devient brève. Un sabot frappe la mâchoire du léopard qui refuse de lâcher prise. Sa queue reste tendue comme un câble, lui assurant l'équilibre. L'esplanade vibre d'un écho sourd qui s'estompe rapidement. Et le silence revient avec une densité qui ne se prête pas à la fête. Le léopard maintient sa proie immobile suffisamment longtemps pour que le corps cesse de résister. Il incline alors la tête en arrière et observe le chemin que le groupe emprunte en sautillant. Il ne mange pas tout de suite. Il contemple le passage de pierre par lequel ils sont entrés et le couloir d'où ils ressortiront pour s'abreuver. Dans son souffle se cache un plan qui n'est plus un secret pour la montagne. Le chemin qu'il cherchait n'était pas simplement une journée de marche, c'était la coutume du troupeau qui endure l'hiver. La réponse à ce mystère se révèle dans le calme qui suit le coup. Le prédateur n'a pas poursuivi l'individu par caprice ou par manque de force. Il avait besoin de la clé qui ouvre la porte à des repas répétés. Dans un territoire où l'abondance est éphémère et où les erreurs coûtent des journées vides, connaître la routine est aussi précieux que la puissance d'un sceau. La patience n'était pas une attente passive, c'était un apprentissage.
L'intelligence prend forme à ces altitudes et on l'appelle la mémoire du terrain. Le léopard finit par traîner sa proie sur quelques mètres jusqu'à une dépression abritée du vent et scrute l'horizon d'un regard posé. Le corps s'affaisse sur la neige sans résistance et seul le frottement de la fourrure contre la glace marque la fin du mouvement. Les coussinets s'enfoncent juste assez pour ne pas laisser de marques profondes et la fourrure humide de la gorge masque les légères marbrures. La montagne n'accorde pas de longues victoires et c'est pourquoi le félin pèse chaque décision avant de céder à l'impulsion. Manger immédiatement pourrait attirer d'autres animaux sur la piste, mais retarder le festin d'une minute pourrait vous éviter un combat plus épuisant qu'une poursuite. Un corbeau descend et se perche à une distance sûre. Le léopard ne regarde pas l'oiseau. Il lève simplement la tête et scrute l'amphithéâtre, la terrasse où le groupe a disparu. Il observe le couloir qu'il a appris pendant son attente et l'endroit où l'eau se cache sous la glace, comme s'il repassait en silence la leçon qu'il vient de confirmer. Sa patience n'était pas un ornement, c'était le mécanisme qui permettait de résoudre la future chasse. Car dans un monde où tout exige des efforts, l'esprit est aussi un muscle. Et tandis que le léopard domine les hauteurs avec la précision d'un calcul ancestral, d'autres félins font face au même paysage, mais en position de désavantage. Comment la vie peut-elle survivre lorsque le terrain se ligue contre elle? La vallée retombe dans le silence après la chasse au léopard. La neige, teintée de gris et balayée par le vent, efface en quelques heures toute trace de violence. Mais tous les félins qui habitent ces hauteurs ne jouissent pas de la même précision. Dans un monde où chaque muscle est affûté pour résister, il en existe d'autres qui semblent avoir été laissés pour compte, des créatures que la montagne pousse à bout et qui pourtant refusent de céder. Sur une plaine aride, où l'herbe craque sous la glace, le chat de palace émerge d'une crevasse rocheuse. Son corps court et large se déplace avec une maladresse silencieuse, comme si chaque pas pesait plus que nécessaire. Il y a quelque chose de retenu dans sa démarche, une prudence qui semble dictée par la forme même de son corps. Les yeux, ronds et disproportionnés pour un visage si court, cherchent un point qui leur échappe toujours. La tête, large et basse, rejoint des oreilles ouvertes sur les côtés, comme si elle tentait de se fondre dans le paysage. C'est une figure atypique, un modèle ancien que le temps a oublié de moderniser. Son pelage, cependant, est une merveille de résistance. Aucun autre chat au monde ne possède une fourrure aussi dense. Chaque centimètre carré abrite des milliers de poils qui l'isolent du froid, mais le rendent aussi vulnérable à la chaleur. C'est à la fois un écrin et un fardeau. Dans ces montagnes, l'excès pèse lourd. Cette abondante fourrure façonne chacun de ses mouvements. Son corps compact, soutenu par des pattes courtes et une démarche retenue, semble mal adapté à la chasse. Malgré tout, l'instinct et la faim le poussent à chasser. Il se déplace lentement entre les monticules glacés, le corps plaqué au sol, les yeux scrutant chaque crevasse à la recherche de signes de vie. Un petit rongeur se cache entre les pierres. Par réflexe, le chat se plaque au sol, les muscles tendus sous son pelage gris. Un instant, tout son corps semble anticiper le succès. Il avance de quelques centimètres seulement, retenant son souffle, mais un léger craquement de glace sous sa patte trahit sa présence. Le rongeur s'arrête brusquement, lève la tête et tremble un instant, conscient du danger qu'il ne voit pas encore, et en un clin d'œil disparaît dans les fissures. Dans l'Himalaya, les sens des proies sont aiguisés à l'extrême. Le moindre bruit suffit à démasquer n'importe qui, même les chasseurs les plus experts. Le petit félin reste immobile, tandis que le vent efface l'écho de son erreur. Mais il ne s'attarde pas. À cette altitude, où l'air se refroidit à chaque instant, il n'a d'autre choix que de reprendre la chasse. Pour maintenir la température qui le protège du gel, il doit se nourrir de plusieurs rongeurs par jour. Le froid est implacable, et l'immobilité prolongée ne fait qu'accélérer la détérioration. Peu à peu, l'instinct le remet en mouvement. Il glisse vers un amas de pierres d'où provient un petit cri strident. Il attend à nouveau, le corps tendu et le regard fixé sur le point où la vie s'agite sans se révéler. L'air semble immobile, mais en altitude, rien ne reste immobile longtemps. Une rafale de vent descend des contreforts et change de direction, emportant avec elle le parfum qui le trahit. Le rongeur disparaît avant que le saut ne puisse avoir lieu. Le chat se fige, les yeux fixés sur l'espace vide où, une seconde auparavant, il y avait de la vie.
Un nuage de vapeur s'échappe de sa bouche et la neige sur son dos frémit sous l'effet du mouvement. Chaque tentative infructueuse épuise une énergie difficile à récupérer dans ces montagnes. Le chat de Pallas s'assoit. Le vent agite les poils de son cou. Aucun bruit ne se fait entendre, seulement sa respiration lente et régulière. Dans son immobilité se mêlent lassitude et défi. Il ne renonce pas, mais le paysage semble conspirer contre lui. Son anatomie n'est pas faite pour ces surfaces dures, ni pour la furtivité parfaite qu'exige le terrain. L'évolution l'a façonné pour résister au froid, mais pas pour le dominer. Lorsqu'il se remet en mouvement, c'est sans conviction, mais par habitude. Cette habitude d'essayer est peut-être son instinct le plus fort. À quelques mètres de là, un autre rongeur émerge de la neige, reniflant l'air. Le chat baisse la tête, rampe lentement. Et cette fois, il ne rate pas sa cible. Son saut est bref, mais la distance est minime. Le corps du petit animal parvient à peine à se retourner avant de tomber sous les griffes du félin. Le chat de Pallas retient sa proie un instant. Il ne rugit pas. Il ne célèbre pas sa victoire. Il la laisse tomber et la rattrape d'un geste presque mécanique. Il mange lentement, sans hâte, comme s'il savait que sa victoire n'apporte aucune gloire, seulement la nécessité. Chaque bouchée est un combat contre l'oubli, une façon de dire à l'Himalaya qu'il est toujours là malgré tout. Il y a des millions d'années, leurs ancêtres étaient des prédateurs agiles, des chasseurs des plaines. Aujourd'hui, ce descendant solitaire se contente des minuscules vestiges du règne animal. Mais ce qu'elle a perdu en potentiel, elle l'a gagné en persévérance. Son corps, imparfait et anachronique, est essentiellement une machine de résistance pure. Un rappel que la vie ne récompense pas toujours la force, mais plutôt l'obstination. Lorsqu'il a fini de se nourrir, il secoue la neige et marche parmi les pierres tandis que le vent efface ses empreintes. Leur passage ne laisse aucune trace dans l'histoire, mais leur présence défie le climat, la faim et le temps. Chaque jour où elle parvient à survivre est une petite victoire contre l'extinction. À la tombée du soir, il regagne la crevasse qui le protège du vent. À l'intérieur, 3 oursons l'attendent en silence, couverts de cette même épaisse fourrure qui à la fois le condamne et le protège. Ils se blottissent les uns contre les autres à ses côtés, cherchant la chaleur que la montagne leur refuse. En elle demeure la seule certitude que connaisse cette espèce, la conviction que résister est la plus ancienne façon de survivre. Dans ces montagnes, où les forts prospèrent et les faibles disparaissent, le chat de Pallas prouve qu'il existe une autre façon de survivre. Il le fait en résistant, en défiant les règles de l'environnement par un déni silencieux. Mais dans un lieu où chaque créature s'adapte jusqu'à devenir méconnaissable, une question inévitable se pose. Qu'est-ce qui transforme les êtres de l'Himalaya en des formes si différentes du reste de la planète? Pour le comprendre, il faut regarder au-delà d'une seule espèce. Il nous faut regarder la montagne elle-même, car le vent qui balaie les vallées avec une force immense ne se contente pas de balayer la terre. Il sculpte aussi le paysage et marque le pouls de la vie. Elle charrie le froid, emporte les graines et façonne les sentiers invisibles empruntés par les créatures de l'Himalaya. Sur son passage, elle sculpte non seulement la roche, mais aussi ceux qui l'habitent. La montagne ne crée pas ses enfants en douceur. Elle les forge par l'usure. Chaque souffle d'air et chaque bourrasque de neige laissent une marque sur la chair, sur le souffle et sur la forme de chaque corps. Avec l'altitude, l'oxygène devient un luxe, le froid une présence constante et la nourriture une rareté. Chaque mètre gagné vers le ciel exige une nouvelle conception. Dans ce paysage de limites, l'évolution n'est pas une idée, c'est un outil. À des altitudes supérieures à 4000 mètres, l'air contient un peu plus de la moitié de l'oxygène disponible au niveau de la mer. Chaque respiration est une négociation avec le vide. C'est pourquoi les poumons sont plus grands, le cœur bat plus lentement et le sang transporte plus de globules rouges que partout ailleurs sur la planète. Ici, respirer n'est pas qu'un réflexe, c'est une stratégie. Parmi tous ces corps façonnés par la taille, un se distingue comme l'exemple le plus clair d'adaptation extrême. Sa silhouette se fond dans la montagne et son souffle se mêle à l'air froid qui règne sur ses hauteurs. Le yak incarne cette précision biologique. Chaque respiration est profonde, mesurée, jaillissant d'une poitrine qui agit comme un soufflet inépuisable. Son sang, plus dense que celui de tout autre animal, circule lentement et retient l'oxygène comme un trésor.
Grâce à cette mécanique interne, il peut parcourir des pentes glacées pendant des heures sans ralentir. Son corps ne lutte pas contre la montagne, il l'accompagne. Chaque muscle, chaque cellule est conçu pour capter l'oxygène là où il est rare. Leur existence même est une réponse à l'air raréfié qui serait fatale à tout autre être vivant. Même au repos, votre corps continue de préserver toutes ses ressources. La chaleur qu'il produit est conservée et l'énergie qu'il consomme est distribuée avec une précision quasi impossible. Rien ne se perd, car à ce stade, tout excès se paie de la vie. Mais l'altitude n'est pas le seul défi. Dans ce royaume de haute altitude, l'abondance n'est plus qu'un lointain souvenir. Les proies sont rares, les plantes ne poussent que pendant de brèves périodes, et la compétition se mesure non pas à la taille, mais à la précision. Dans ce contexte, la compétition ne se mesure pas à la force ou à la taille, mais à la précision avec laquelle chaque créature gère son énergie. Chaque prédateur qui peuple ces hauteurs a été façonné par cette économie extrême. Parmi eux, le renard du Tibet représente la perfection du calcul. Chaque saut, chaque respiration, chaque regard obéit à une logique précise qui équilibre dépenses et gains, opportunités et risques. Leurs silhouettes trapues et leurs visages plats ne sont pas des luxes, mais le fruit de générations ayant appris à survivre dans la précarité. Ici, la force n'est pas récompensée, c'est la frugalité. Sur d'autres continents, les animaux prospèrent en troupeaux sous un ciel qui leur offre nourriture et ombrage. Mais dans les hauts plateaux himalayens, la coopération est un luxe que peu peuvent se permettre. La chasse en groupe exige de l'énergie, et l'énergie est ici une ressource précieuse qui ne se gaspille pas. C'est pourquoi les prédateurs vivent et chassent seuls. La solitude n'est pas une malédiction, c'est une stratégie. L'isolement de chaque créature se répète à plus grande échelle. Les montagnes séparent les espèces comme des frontières invisibles et chaque vallée devient un monde clos où la vie évolue sans contact avec l'extérieur. Dans des régions comme la vallée de Langtang ou les zones reculées de Kanjirowa l'Himalaya, ces murs de roches et de glace emprisonnent les animaux depuis des générations. Au fil des siècles, ces frontières naturelles séparent les populations pendant si longtemps que des changements s'accumulent. Ce qui était autrefois une seule espèce commence à changer silencieusement. Les corps s'adaptent différemment, les sons changent, les instincts se modifient. Ainsi, deux vallées séparées par seulement quelques kilomètres peuvent abriter des créatures qui ne se reconnaissent plus. Ce qui commence comme une distance finit par devenir une différence. Au fil du temps, la montagne redessine les contours des corps autant qu'elle divise les chemins. L'isolement prolongé oblige chaque population à se réinventer, à réagir différemment à son environnement. Les yeux se plissent pour résister à l'éclat aveuglant de la neige. Les nez se dilatent pour réchauffer l'air avant qu'il n'atteigne les poumons, et les membres se raccourcissent pour conserver la chaleur. À ce stade, l'évolution ne recherche pas la beauté, elle recherche l'efficacité. Le takin doré, avec sa fourrure huileuse et son nez disproportionné, est la preuve de cette précision brutale. Son corps ne craint pas l'humidité, sa respiration s'adapte à l'air froid et sa peau repousse la pluie comme une armure naturelle. Chaque détail répond aux mêmes besoins, économiser l'énergie, éviter les pertes et survivre un jour de plus. Mais dans l'Himalaya, rien ne vit uniquement par sa structure corporelle. La montagne ne se contente pas de façonner l'anatomie, elle dicte aussi le comportement. Et même les actes les plus intimes de la vie obéissent à ces règles. À l'approche de la mise bas, les femelles se séparent du groupe. Ils gravissent des pentes isolées où le vent souffle sans relâche et où le terrain offre peu d'abri parmi les rochers. Là, loin du bruit et des prédateurs, elles donnent naissance en silence. Dans ce monde, l'odeur et le son de la naissance peuvent annoncer la mort. Le retrait n'est pas un choix, c'est une adaptation. La femme qui s'isole ne recherche pas la solitude, mais la survie. Ainsi, l'instinct maternel devient lui aussi une forme d'évolution. Pendant des jours, la mère et l'enfant restent cachés. Le petit apprend à se tenir debout, à imiter le rythme serein de sa mère, à respirer l'air vif sans crainte. Dans un environnement où chaque mouvement peut trahir une vie, la première leçon est l'immobilité. Cette solitude maternelle est aussi le reflet de la montagne elle-même. Une vie qui naît isolée, forcée de résister avant même de comprendre ce qu'est le monde. Mais cette perfection a un prix.
Dans leur lutte pour survivre, chaque espèce est devenue prisonnière de ses propres adaptations. Son corps est une clé qui n'ouvre qu'une seule serrure, l'Himalaya. Cette méthode ne fonctionne plus. Le renard du Tibet ne pouvait descendre dans les vallées sans être épuisé par la chaleur. Le yak, à basse altitude, verrait son sang s'effondrer sous l'effet d'un excès d'oxygène. Et le léopard des neiges, loin des sommets, suffoquerait sous son propre poids en essayant de poursuivre ses proies. Chacune d'elles a été conçue pour résister à un environnement unique, et cet environnement constitue également sa limite. Ce paradoxe révèle la vérité sur l'Himalaya. L'évolution l'a façonné à la perfection pour un monde impossible, et cette perfection lui refuse toute possibilité d'évasion. Ce qui était jadis adaptation est devenu malédiction. À ces altitudes, chaque créature respire avec difficulté. Chaque pas, un acte de résistance. Mais parmi la roche et la neige, subsiste une vie qui défie toute logique, minuscule et persistante. Car même ici, où la mort semble omniprésente, il existe ceux qui ont trouvé le moyen de déjouer le froid et la faim. Et alors se pose l'inévitable question. Comment une créature si petite peut-elle survivre dans un monde conçu pour l'écraser? Sur les plateaux brûlés de l'Himalaya, lorsque le soleil d'été fait fondre les dernières glaces et que la toundra jaune commence à vibrer d'une vie contenue, quelque chose bouge parmi les rochers. Sous cet air raréfié où même les oiseaux n'osent voler longtemps, émergent les véritables ingénieurs du haut plateau. Ce sont de petites créatures qui, sans le savoir, maintiennent le fragile équilibre de la montagne. Parmi elles, l'une se distingue par son ingéniosité et sa résilience. Elle ne chasse ni ne fuit, elle construit. Le pika, minuscule roi des hauteurs, a fait de l'impossible une routine. Dans ces hautes terres, où l'air brûle les poumons et où le vent sculpte la chair comme du verre, même les plus petits ont appris à défier l'impossible. Cette créature n'est pas parvenue à dominer le toit du monde par hasard. Son corps, sa cité et son intelligence collective ont été sculptés par un paysage qui ne pardonne aucune erreur. Chaque détail raconte cette histoire silencieuse. Sa silhouette se détache sur la toundra, compacte, presque géométrique, comme si la montagne elle-même l'avait modelée. Les oreilles, larges et toujours aux aguets, perçoivent les vibrations souterraines avant que le vent ne les efface. La fourrure n'émet pas de reflets, mais absorbe la lumière, se fondant dans le gris jaunâtre des pierres érodées. Et sur le visage, immobile et sévère, ne demeure que l'attention pure, des yeux qui observent tout autour sans avoir besoin de tourner la tête. Cette apparence austère n'est pas un caprice. Dans un monde sans fourré ni grotte profonde, où les aigles planent fréquemment au-dessus de nos têtes et où les renards patrouillent sans relâche, le pika doit être invisible même lorsqu'il est exposé. La surface ne lui offre guère plus que danger et vigilance constante. Sa véritable défense se trouve donc sous terre, là où l'œil du chasseur ne peut atteindre. Sous la toundra, la stratégie change. Le sol devient à la fois refuge et forteresse. Ce qui, vu d'en haut, apparaît comme une étendue désertique, est en réalité un réseau de passages serpentant entre les racines gelées. Chambres de stockage, tunnels d'évasion et sorties secrètes composent un système si précis qu'un simple coup sur le sol suffit à alerter toute la colonie. Dans ces labyrinthes, l'air reste chaud même lorsque l'extérieur gèle. Chaque galerie a une fonction précise. Certaines servent à entreposer le foin séché au soleil pendant les beaux jours, d'autres à s'abriter du vent ou encore à élever les plus jeunes animaux. Les terriers peuvent s'étendre sur des dizaines de mètres et relier des centaines d'individus partageant le même territoire. Il n'y a ni hiérarchie ni frontières. Tout le système respire à l'unisson, protégé par une ingénierie naturelle qui défie le froid et la faim. Avec le dégel, ce monde caché commence à s'éveiller. La terre s'assouplit, l'air s'humidifie et la chaleur pénètre lentement jusqu'aux profondeurs. Un à un, les tunnels s'animent à nouveau. C'est l'annonce d'une nouvelle station. L'été est leur règne. Lorsque la glace fond et que des touffes d'herbe verdissent au milieu de la toundra jaune, les pikas émergent par vagues coordonnées. L'air, plus doux et plus chaud, semble les inviter à remonter à la surface. Au lever du soleil, le haut plateau se peuple de petits corps qui se déplacent avec une précision quasi mathématique.
Ils ne broutent pas au hasard comme les rongeurs dans les vallées fertiles. Ils divisent le territoire en secteurs invisibles et se relaient pour éviter l'ombre du faucon et l'odorat du renard. Chaque famille connaît sa place, chaque groupe son moment. De loin, leurs cris s'entremêlent en une séquence rythmique qui ordonne le chaos de l'été, un langage codé qui maintient en vie toute la colonie. Cette harmonie n'est pas une simple communication. Elle est le fondement d'un travail commun qui assure sa pérennité. Et lorsque le soleil n'a pas encore séché la rosée, la grande moisson commence. Les premières patrouilles se mettent en route alors que la toundra scintille d'humidité. Elles n'arrachent pas l'herbe vivante, elles la coupent avec précision et l'étalent au soleil en tapis parfait. Quelques heures plus tard, lorsque la chaleur est à son comble, ils reviennent pour la récolte. Chaque tige séchée est transportée par l'eau mesurée et empilée en tours qui parsèment le flanc de la colline comme de petits monolithes herbeux. Ces réserves ne sont pas de simples tas de pierres. Elles sont conçues pour durer. De larges bases les protègent du vent, recouvertes de galets pour repousser la pluie, et situées dans des microclimats où le soleil sèche sans brûler. Un seul pica peut nourrir des générations entières depuis ces tours, garantissant ainsi que l'hiver trouve des familles vivantes et non des squelettes. Mais dans un monde où chaque son peut être perçu comme une menace, comment un si petit animal peut-il affronter les chasseurs de l'Himalaya ? Face aux prédateurs, la stratégie est toujours collective. Un aigle fond sur lui et 20 picas se déplacent à l'unisson, créant une illusion de mouvement qui désoriente l'ombre mortelle. Lorsque la menace vient du sol, l'instinct change, mais pas la précision. Un renard approche et l'alarme sismique retentit dans les galeries. En quelques secondes, 90% de la colonie se réfugie sous terre, tandis que quelques individus restent à découvert. Ce n'est pas un sacrifice vain, c'est une question de survie. Des milliers contre un. Il y a toujours plus de picas que de crocs. Et même si la menace ne disparaît jamais, la balance penche en leur faveur. Car même le loup tibétain, roi incontesté de ces hauteurs, doit s'adapter à sa domination. Dans les vallées inférieures, il trouve des proies faciles, mais ici, chaque embuscade lui coûte des heures de traque pour une seule victime, un effort qui consomme plus d'énergie qu'il n'en rapporte. La multitude de picas fait de la chasse une routine incertaine, loin d'être un triomphe épique. Dans ce territoire inversé, les petits rois dictent le rythme aux géants. Ainsi se déroule la journée, recherche de nourriture calculée, vigilance constante, construction méthodique. Au crépuscule, lorsque les ombres s'allongent et que le froid revient, les patrouilles se retirent. Les meules de foin se multiplient sous le soleil couchant, témoins silencieux d'un empire souterrain qu'aucun prédateur ne conquérera. Le pica ne court ni ne rugit, il n'a pas besoin d'être le plus rapide ni le plus fort. Sa victoire réside dans la pérennité, dans la transformation d'un paysage hostile en une métropole vibrante. Là où d'autres voient la désolation, il voit l'opportunité. Là où d'autres meurent de froid, il multiplie. Dans l'Himalaya, même les plus jeunes ont appris le secret des hauteurs. La survie ne s'obtient pas en défiant la montagne, mais en devenant partie intégrante d'elle. Le pica n'est pas apparu par miracle. De génération en génération, il a appris à écouter les murmures du vent, à construire avec des cailloux éternels, à se multiplier là où la mort semblait inévitable. Un corps qui n'impose pas, mais persiste, une intelligence qui ne conquiert pas, mais triomphe. Dans ces contrées où tout périt, le petit roi démontre que la véritable évolution ne consiste pas à devenir un géant, mais à être la force qui soutient l'écosystème tout entier sur ses épaules invisibles. Mais si la vie se cache et prospère en silence sous la terre, que se passe-t-il dans les cieux, où il n'y a ni refuge ni ombre? Là, où l'air est raréfié et les distances incommensurables, règne une autre créature. Non pas de la foule, mais de la solitude. Entre les crêtes qui déchirent les nuages, une ombre plane sur la toundra. Il plane avec aisance, fendant l'horizon de ses ailes imperturbables. C'est l'aigle royal de l'Himalaya, un chasseur forgé par le vent, un regard qui impose sa loi même là où la vie ose à peine respirer. De son point d'observation privilégié, elle embrasse du regard la mosaïque du plateau, ce même monde qui, pour le pica, est à la fois forteresse et refuge. Mais pour elle, chaque infime mouvement, chaque éclat entre les pierres est promesse de nourriture, ce qui pour certains est une cachette, pour d'autres, une opportunité. Ce monde de haute altitude est impitoyable. Ici, à 6000 mètres, l'oxygène est rare et le froid mordant.
Mais l'aigle ne se contente pas de survivre, il règne. Son corps est un miracle de précision, sculpté par un paysage qui punit l'ordinaire. Leurs ailes, plus fines que celles de leurs sœurs venues des plaines lointaines, fendent l'air raréfié avec une agilité qui défie la gravité. Son plumage à 3 couches, tissé comme un bouclier, retient la chaleur corporelle face à la glace éternelle. Et ses serres, recourbées comme des crochets d'acier, ne manquent jamais de se refermer sur leur proie. Ce qui est le plus déconcertant, c'est son regard, des yeux qui voient ce que les autres ne peuvent pas. La trace invisible d'un pika marqué par la lumière ultraviolette réfléchie par sa fourrure. Là où le renard flaire les traces dans la terre, l'aigle déchiffre le langage secret du soleil. À 3 kilomètres d'altitude, il distingue le mouvement d'un rongeur parmi des rochers indistincts. Un éclair qui trahit la perfection du camouflage. Dans ce royaume, la chasse exige bien plus que de la force. Les pikas, avec leurs cris stridents et leurs mirages collectifs, sont passés maîtres dans l'art de l'esquive. Mais l'aigle a appris à déjouer cette stratégie. À l'aube, quand le soleil bat, aveugle la toundra, l'aigle plane silencieusement à une altitude où même le vent ne le trahit pas. Son piquet est un éclair soudain. Du ciel infini, il tombe à plus de 200 km/h, selon un angle parfait qui défie le mirage des pikas. En 2 secondes à peine, avant même que la secousse sismique n'alerte la colonie, une pince attrape sa proie et l'arrache du sol comme si elle n'avait jamais existé. Un instant, le silence retombe. Le cycle semble achevé, mais la journée en altitude ne se termine jamais comme elle a commencé. Lorsque le soleil se couche et que les ombres s'allongent sur la toundra, la stratégie change. Ils ne chassent pas toujours seuls. Au crépuscule, lorsque les pikas sortent pour ramasser de l'herbe sèche, les aigles chassent par paires, l'un distrait, planant à basse altitude et déclenchant l'alarme. L'autre attend, suspendu dans l'ombre, invisible dans la lueur du crépuscule. Lorsque le chaos éclate dans la colonie, celle-ci s'effondre et la confusion devient son allié. Aucun calcul humain ne saurait égaler la synchronisation de cette attaque. C'est une danse d'air et de précision, où chaque mouvement dépend de l'autre. Une fraction de seconde d'erreur et le vent les trahit, mais lorsqu'ils atteignent leur cible, la toundra se tait. Seul le bruit sec de l'impact subsiste. La chasse terminée, l'horizon s'embrase. Le silence qui suit n'est pas un repos, mais une vigilance constante. La toundra se refroidit et le vent descend, emportant avec lui les dernières traces du jour. Du haut des falaises, où l'air peine à permettre le vol, un aigle garde l'entrée du nid. L'autre revient, ramenant sa proie dans ses griffes. Il n'y a pas de célébration apparente, seulement un échange précis. L'un dépose la nourriture, l'autre prend son envol et disparaît dans la lueur du crépuscule. Ainsi, ils se relaient jour après jour comme s'ils connaissaient le langage secret de l'équilibre. Dans le creux du rocher, 2 poussins attendent. Couverts d'un duvet gris qui les protège à peine du froid, ils se débattent, affamés. La femelle en arrache de petits morceaux et les offre d'un geste mesuré, sans tendresse, sans hésitation. Chaque bouchée, c'est de l'oxygène transformé en viande. Chaque proie chassée, une nuit de vie de plus. Au-dessus, le ciel s'estompe. L'air s'épaissit d'obscurité et seul le bruit du vent rompt le silence. Les 2 oiseaux se relaient pour monter la garde, guettant depuis le rebord les mouvements des autres rapaces qui tournoient, cherchant à voler ce qu'ils n'ont pas chassé. Dans les montagnes, même les rois ont des ennemis. À la tombée de la nuit sur les pentes, le cycle recommence. La faim qui sommeillait en bas se réveille là-haut, dans le nid. Demain, le vol se répétera, la chasse, le relais, le silence. Dans les hauteurs de l'Himalaya, rien ne s'arrête, ni le vent, ni la vie, ni le regard de l'aigle qui ne cesse jamais d'observer. Dans ce territoire rude et inhospitalier, cet oiseau de proie n'est pas seulement un prédateur, c'est un gardien de l'équilibre. Sans l'aigle, les colonies de rongeurs dévoreraient la toundra, laissant le plateau à nu pour l'hiver. Chaque griffe qui s'abat est un fil dans la tapisserie de l'Himalaya, preuve que même les chasseurs les plus féroces servent un ordre supérieur. Mais leur règne n'est pas sans rivaux. Sur les flancs des collines où les pikas font leur nid, d'autres yeux observent depuis le sol. Là où l'ombre de l'aigle se dissipe sur le sol, commence le domaine d'un autre chasseur. Au niveau du vent, entre la toundra nue et la poussière gelée, se meut une silhouette qui n'a pas besoin du ciel pour imposer le respect. Il ne vole pas, mais il court avec la même élégance qu'un aigle planant dans les airs. C'est le loup tibétain, héritier du silence, chasseur des horizons infinis.
Plateau de Changtang, l'air est si raréfié qu'il vous coupe les poumons et le soleil tape comme un feu sans flamme. Il n'y a ni arbre, ni cachette, juste une étendue de terre infinie où le moindre bruit pourrait être une erreur fatale. Mais pour le loup, cette absence est synonyme de liberté. Le froid ne l'arrête pas, le vide ne l'effraie pas. Son territoire commence là où celui des autres s'arrête. Elle ne s'attarde pas près des précipices ni des vallées fertiles. Elle revendique les hauts plateaux, les sommets à 5000 mètres, les champs de gravier où l'oxygène est un luxe et où la vie se mesure en pas silencieux. Là où l'aigle règne dans les airs, il règne sur la poussière. Moins de rivaux, des proies massives mais lentes, une marge de manœuvre où la vitesse est synonyme de survie. Et surtout, un air raréfié qui exige plus que de la force. Il exige un corps remodelé par le temps. De toutes les meutes de son espèce, le loup du Tibet est une race rare, forgée en haute altitude. Plus compact que ses congénères du Nord, plus résistant que ceux des plaines. Il possède un large torse, des jambes semblables à des raquettes à neige sur la neige, et une fourrure qui emprisonne la chaleur comme un manteau de laine divine. Mais ce qui est le plus troublant, c'est sa respiration. Elle ne halète pas, elle ne tremble pas. Là où un homme succombe en quelques heures, ce loup court pendant des jours. Ce calme n'est pas le fruit du hasard. C'est une anatomie façonnée au fil des millénaires. Leurs poumons, aux alvéoles dupliqués, captent 60% d'oxygène en moins, comme s'il s'agissait d'une douce brise d'oasis. Son cœur, disproportionné et tenace, pompe le sang épais contenu dans les globules rouges à 180 battements par minute, sans faiblir. Le crâne, aplati et puissant, abrite des mâchoires capables de fendre des os de yak gelés comme s'il s'agissait de branches sèches. Des défenses à l'émail renforcées, conçues pour déchirer la chair durcie par la glace. Il n'y a aucune délicatesse dans sa morsure, seulement de la certitude. Cette férocité contenue a une raison d'être. Dans un paysage sans buissons ni grottes, où les proies pestent à découvert, le loup du Tibet doit chasser en terrain découvert. Ses yeux, obliques face à la neige aveuglante, détectent les mouvements à des kilomètres à la ronde. Ses oreilles, dressées comme des antennes, perçoivent le crissement des sabots sur le gravier avant que le vent ne l'efface. Sa principale proie est le kiang, l'âne sauvage qui galope à 60 km/h ou le yak qui pèse une tonne. Les chasser exigent plus qu'un simple saut, cela requiert une endurance surhumaine. Le troupeau se met en route à l'aube, alors que le brouillard enveloppe encore le plateau. Parmi les ombres qui se dissipent, un kiang se détache du groupe. Il boite légèrement, laissant un sillon dans le givre. Les loups l'observent de loin, immobile, sondant l'air, la direction du vent, le pouls de la vallée. Ils n'attaquent pas encore. Ils attendent. Le chef avance de quelques pas et s'allonge sur un monticule. Dès lors, seuls ses yeux bougent. Sa fourrure, gris jaunâtre en été et blanchâtre en hiver, se fond dans la toundra jusqu'à devenir invisible. Le vent le caresse sans emporter son odeur. Ses narines, habituées au froid extrême, réchauffent l'air avant qu'il n'atteigne ses poumons. Il exhale à peine un soupir que l'aube dissipe. Les heures peuvent passer. Le kiang broute, confiant. Le troupeau attend, déployé en un demi-cercle invisible. Chaque oreille vibre au bruissement de l'herbe. Chaque nez analyse la sueur salée de la fatigue. Quand le moment arrive, pas de rugissement, pas d'avertissement. Le meneur s'élance, ses larges sabots glissant sur la neige traîtresse. Les flancs attaquent en tenaille. Le kiang zigzague, mais le loup ne poursuit pas en ligne droite. Il coupe les angles, préservant ainsi son oxygène. La morsure finale est précise. Croque contre le tendon, mâchoire contre la gorge. Le kiang s'effondre dans un bruit sec qui se perd dans le vent. Point de célébration. Ici, la chasse n'est qu'un prolongement de la faim. Le loup tibétain est fait pour ce moment. Son corps, façonné par l'altitude, stocke l'oxygène dans chacune de ses fibres. Il peut parcourir des distances qui épuiseraient n'importe quel autre chasseur, et lorsqu'il parvient enfin à arrêter le cœur de sa proie, il le fait sans gaspillage. La meute mange lentement. Chacun son tour, ils arrachent la viande chaude avant qu'elle ne durcisse sous l'effet du froid. Un seul corps peut les nourrir pendant des jours, mais la montagne ne pardonne pas les excès. Le reste gît enfoui sous la neige, recouvert de poussière et de silence, un garde-manger vivant pour les jours où la toundra refermera ses portes.
Leur régime alimentaire comprend des charognes en période de disette, mais ils privilégient les proies fraîches. L'abondance des ongulés détermine leur descendance, des troupeaux importants les années où les kiangs sont en bonne santé. La famine si le froid décime les proies. Voilà à quel point l'équilibre est précaire à 5 km de hauteur. Elle ne se fie pas uniquement à la vue. Ses oreilles, d'une précision chirurgicale, perçoivent le galop souterrain des marmottes en hibernation ou le mouvement de troupeaux lointains. Son odorat, direct et discret, lui permet de suivre les traces effacées par le vent sec. Il ne court pas comme le loup arabe du désert, où le sable permet des poursuites sans fin. Ici, une erreur signifie rentrer épuisé, les poumons en feu. C'est pourquoi le peloton échoue et revoit sa stratégie. Il y a toujours un autre obstacle, une autre colline, une autre opportunité calculée. Voici comment se déroule le cycle du loup tibétain. Non pas une course contre la montre, mais une partie d'échecs contre l'hypoxie. Elle ne rugit pas pour impressionner. Elle ne laisse pas de cadavres inutiles. Son but est une économie mortelle, la permanence dans l'impossible. Lorsque le soleil se couche derrière les sommets et que les étoiles percent le ciel noir, le troupeau se retire. Elle ne marque pas son territoire de hurlements vides. Un faible gémissement suffit à coordonner les positions. Le sang gèle dans la neige, mais la trace disparaît à l'aube. La seule certitude qui demeure est que sur ce plateau où la vie est refusée, il existe un chasseur qui respire l'irrespirable, qui tue l'invincible, qui transforme le poison de l'Himalaya en domination absolue. Un corps qui ne cède ni au froid ni au vide. Un regard qui ne cligne pas face à la mort. Doté de poumons adaptés à la haute altitude et de crocs d'acier, il définit l'évolution non comme une théorie, mais comme la griffe qui soutient la vie sur le toit du monde. Mais le loup n'est pas seul dans cette lutte silencieuse. Des tanières du renard aux ailes de l'aigle, des terriers du pika à la poitrine du yak, chaque créature qui habite ces hauteurs partage le même destin. Défier ce qui devrait la détruire. Ici, chaque respiration est un acte de défi, un pur refus de l'extinction. Dans l'Himalaya, l'évolution n'est pas une force invisible, c'est une architecture tangible qui sculpte la chair, les os et les comportements. Elle forge des yeux capables de résister à l'éclat de la neige, des poumons qui puisent l'air du vide et des corps qui conservent la chaleur au milieu de la glace. Ici, s'adapter ne signifie pas s'améliorer, il s'agit de survivre suffisamment longtemps pour pouvoir respirer un jour de plus. Et pourtant, dans cet effort brutal, il y a une beauté qui transcende la lutte, car là où tout semble s'achever, la vie recommence, se réinventant à chaque lever de soleil, dans chaque vallée, dans chaque ombre qui se déplace sur la pierre. Ainsi, au sommet du monde, l'évolution cesse d'être un concept et devient une vérité palpable. Une vérité qui peut se résumer en une seule certitude. La vie, fragile, patiente et obstinée, trouve toujours un chemin. Même si l'air est irrespirable, même si la montagne le nie, même si tout semble indiquer qu'il ne devrait plus exister.